Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et tout est le réel plaisir de vous avoir. Comme tous les mercredis soirs, espace 20h30, 22h, dans le cadre de Regard sur les communes. Regard sur les communes, ce soir, une thématique assez alléchante pour vous permettre d'arrimer avec l'actualité camerounaise. Nous parlons bel et bien du rôle du sénateur auprès des collectivités territoriales décentralisées. Voilà la principale thématique qui va nous intéresser les 90 prochaines minutes avec un plateau assez alléchant. Tous ont répondu présent à notre invitation ce soir. Ça fait beaucoup de plaisir de les avoir d'ailleurs. Et je vais me permettre, de les présenter de fond en comble. Je commence par le tout nouveau. À mon extrême droite, il est là sur ce plateau. Damien Makon Maoum, conseiller municipal à la commune de Batom, cadre du PCNN, entendez le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Je crois que c'est ça. Bonsoir, Makon. Bonsoir M. Bénard, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à vos techniciens en studio et derrière la vitrine, bonsoir à vos millions de téléspectateurs et merci de m'avoir invité. Permettez-moi d'entamer de rappeler, je présume que nos amis du RDPC, de ENEO et de EDC savent que nous nous acheminons vers la fin du mois de mars et qu'ils nous avaient promis que la fin des délestages c'est pour fin mars. J'espère qu'ils tiendront parole. Bonsoir, vous entrez avec une polémique qu'on ne connaît pas dans le cadre des gars sur les communes. Nous n'avons rien à foutre avec les partis politiques sur ce plateau, avec des questions liées aux partis politiques, des querelles des partis politiques. Nous parlons des collectivités territoriales décentralisées. Nous parlons des problèmes liés au quotidien que les Camerounais vivent. Donc, on vous a quand même permis d'entrer avec cette polémique. Vous êtes responsable. De toute façon, le problème d'électricité ne concerne pas... On a constaté que, ne maîtrisant pas, bien sûr, le timing de ce programme, on vous a permis de dire ce que vous avez voulu dire. Mais franchement, sur ce programme, ça ne se dit pas. On n'en parle vraiment pas. Ce n'est pas un programme politique. Même si nous invitons parfois des hommes politiques, nous avons un carnaval et nous avons une discipline à tenir sur ce plateau. Merci beaucoup d'avoir répondu promptement à notre invitation. Avec beaucoup de plaisir, on va partager certainement ces 90 minutes ensemble. Je m'avais présenté les deux autres, parmi lesquels il y a un qui est déjà connu des téléspectateurs, des regards sur les communes. D'ailleurs, je voudrais m'offustrer d'aller d'ailleurs à cette présentation, mais je vais y attendre. Docteur Eddy Moué parmi nous. Docteur Eddy Moué, universitaire, économiste, géostratège. Il nous rend visite ce soir pour la toute première. Docteur, bonsoir et merci. Bonsoir, je salue tout le monde. Je suis très heureux de revoir certains visages, notamment celui qui est à ma droite, que j'ai perdu de vue depuis bien longtemps, le président Djamen. Je suis très heureux d'être ici, très confortable également face à l'autre panéliste que je connais très rapidement. Damien Makon. Voilà, très rapidement. Une fois on s'est vu quelque part, c'était toujours très intéressant. Je suis très heureux d'être ici. Merci à vous. De parler sur des thématiques qui en gros m'échappent un peu parce que c'est pas trop mon dada, mais je crois qu'on va s'y mettre. Alors, on va dire que c'est un cercle des amis qui se retrouvent dans ce soir sur un plateau. Absolument. Et qui célèbrent leur retrouvailles. Voilà. Espérons que ces retrouvailles ne vont pas s'achever en queue de poisson, comme voilà. on en a toujours l'habitude. Merci à vous, docteur Eddy Moué. Je rappelle, vous êtes universitaire, économique, géostratège. Le troisième invité, pas des moindres d'ailleurs, connu des téléspectateurs des regards sur les communes, Célestin Djamen. Célestin Djamen est homme politique, président de la part, entendez, l'Alliance patriotique et républicaine, ancien conseiller municipal. Il nous rend encore visite ce soir. Président, bonsoir et merci de nous rejoindre. Bonsoir Raoul, bonsoir à tous les téléspectateurs de Dash TV. Merci pour l'invitation parce que ça faisait déjà un petit bout que je n'étais pas sur ce plateau, mais pour les contingences qui sont involontaires, indépendants de ma volonté. Tout à fait. Alors je prends quand même l'actualité. J'ai entendu que vous êtes sur le terrain. Je prends quand même la dernière actualité du Célestin Djamen. J'imagine que vous êtes en train de travailler déjà. Oui, bien sûr. L'actualité, c'est mon parti que je suis en train de déployer sur le terrain. Vous savez que l'objet essentiel d'un parti politique, c'est d'abord le déploiement sur le terrain national. Parce qu'on est un parti ni communautaire, ni départemental, ni régional. On est un parti à vocation nationale. C'est la raison pour laquelle je prends tout mon temps avec tous mes collaborateurs pour déployer véritablement ce parti sur l'ensemble du territoire national. Très bien, très bien. Ce qui explique d'ailleurs mes absences un peu prolongées sur des plateaux de télévision, parce que je me suis dit que l'essentiel n'est pas là. Pour d'abord sur le terrain déployer son parti. Très bien. C'est ce que je suis en train de faire. Merci à vous, président. Sur d'autres plateaux, on en parlera d'ailleurs. Nous avons un plateau que nous coordonnons tous les vendredis et là, nous parlons d'hommes politiques.
vraisemblablement politique. Pour ce soir, on a juste ouvert les brèches pour permettre aux uns aux autres peut-être de s'exprimer parce qu'il y en avait certains esprits voulaient se dégager tout à l'heure. Il fallait quand même les laisser y aller. On prend la première transition. Je vais d'ailleurs en savoir un peu plus sur ce que c'est que le Sénat. Moi aussi, je vous pose cette question, tout comme se posent beaucoup des Camerounais. Mais permettez-moi d'aller suivre ce reportage, tout comme je vous propose de le suivre également, le rôle du Sénat et des sénateurs. Et nous revenons pour la suite. Le Sénat est l'une des deux assemblées composant le Parlement. 348 sénateurs siègent dans cette chambre. Les sénateurs sont les représentants des collectivités territoriales. Leur rôle, ils examinent les projets de loi soumis par le gouvernement, mais ils peuvent aussi faire des propositions de loi. Ils sont complémentaires par rapport aux députés. Vous avez ce rôle qui est dans beaucoup de démocraties. Vous avez les textes qui passent à l'Assemblée nationale puis qui passent au Sénat, sauf dans certains domaines comme tout ce qui touche le territorial où c'est le Sénat qui passe en premier. Ça permet fondamentalement de réfléchir avec deux angles d'attaque. Plus de 65% des amendements votés au Sénat sont repris par l'Assemblée nationale. Les sénateurs ont un rôle de contrepoids par rapport aux initiatives et aux majorités toutes faites qu'on a souvent à l'Assemblée nationale. Dans tous les cas, lors du vote, la décision finale revient toujours à l'Assemblée nationale. Contrairement à la Chambre des députés, le Sénat ne peut pas être dissous. Son président est le deuxième personnage de l'État. Il peut assurer l'intérim en cas de vacance de la présidence de la République. Alors, Président Djamène, vous êtes un ancien conseiller municipal. Forcément, vous allez me dire un peu. Le Sénat, c'est quoi? Bon, le reportage qu'on a regardé, c'est plutôt le reportage sur le Sénat français. Oui, tout à fait. Bon, qui est pratiquement calqué sur le modèle camerounais. C'est un peu le copier-coller, malheureusement. Mais en gros, on va dire que le Sénat, c'est la chambre haute du Parlement. Depuis 1996, que la loi était édifiée concernant le caractère bicaméral du Parlement camerounais, c'est-à-dire que deux chambres. Mais le Sénat est devenu effectif en 2013. Donc c'est depuis 2013 seulement que le Cameroun a sa deuxième chambre parlementaire. Avec ces élections du 14 avril 2013. Exactement. Donc c'est la deuxième chambre du Parlement, donc après l'Assemblée nationale. Bon, en termes de valeur, c'est vrai que le Sénat, on peut dire que comme l'Assemblée nationale, ils examinent les lois qui leur sont soumises. Et aussi, ils représentent, vous l'avez dit en entrée, ils représentent les collectivités territoriales décentralisées. Tout à fait. Sur le rôle législatif, alors la première lecture d'une loi passe d'abord par l'Assemblée nationale. Et ensuite, le président de l'Assemblée nationale transmet le dossier, n'est-ce pas, au président du Sénat, qui invite ses membres, n'est-ce pas, à délibérer sur la loi. Et ensuite, ils vont retransmettre le texte de loi à l'Assemblée nationale, qui dispose de 10 jours, si effectivement les deux chambres sont d'accord, pour que le président de la République promulgue la loi. Donc, c'est une chambre, effectivement, qui est en partie issue d'élections des grands électeurs. Quand je dis grands électeurs, c'est à la fois les conseillers municipaux depuis 2013 et désormais les conseillers municipaux et les conseillers régionaux depuis 2018. Tout à fait. Donc, c'est en fait la première fois que les conseillers régionaux participent aux élections, c'est 2020. Enfin, 2023. En cette troisième cuvée. Voilà. Donc, en vérité, c'est un système de grands électeurs qui participent au vote. Alors maintenant, sur les listes, c'est à la fois un scrutin, on va dire, de liste à vocation majoritaire, donc celui qui arrive en tête rafle tous les sièges, mais il faut préciser quand même que celui qui a la majorité absolue prend tous les sièges. C'est-à-dire à partir de 51%. Oui, c'est-à-dire que si vous avez 50 plus 1, vous raflez tous les sièges de la région. Étant donné que la circonscription, c'est la région. Maintenant, si vous avez une majorité relative, 48 il y a la sièges, proportionnelle. Donc, mais vous prenez déjà au moins 4 sièges. Ça, c'est clair. Maintenant, le reste, c'est au plus fort reste, justement. Y compris celui qui est arrivé en tête, dans la majorité relative. Donc, si, bon, maintenant, il y a 70 parlementaires, en tout cas sénateurs, votés dans les 10 régions, et le président a ce pouvoir régalien d'en nommer 30, selon ses vues, selon ses choix. Et donc, d'ici le 27 mars, on aura donc
la proclamation par le Conseil constitutionnel des résultats définitifs. Et le président, avant le 3e mardi qui suit cette proclamation, va donc nommer ses 30 sénateurs. Et ensuite, la boucle sera bouclée par la première session qui aura lieu au mois de juin, ensuite le mois de novembre, comme les députés. Tout à fait. En gros, c'est la deuxième chambre du Parlement, quoi, en quelque sorte. Donc, minimum, la différence entre les députés et les sénateurs, c'est que le député doit... On va y arriver, n'allez pas très vite. Être âgé de minimum 23 ans et les sénateurs... On va y arriver, 40 docteur Célestin Djamène. Damien Macon Mahoum. On sait effectivement que la loi du 96-06 du 18 janvier 1987 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, effectivement, consacre la création du Sénat. Dans son article 20, alinéa 1er, fixe le rôle du Sénat sur le fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées. Effectivement, on voudrait s'interroger sur cette chambre qui, dit-on, est proche des collectivités territoriales décentralisées. Avez-vous comme impression que sur l'état actuel, notre Sénat est encore à l'état embryonnaire? Oui, c'est-à-dire que vous avez bien planté le décor. Le Sénat, étant une chambre du Parlement, légifère et contrôle l'action du gouvernement et, comme vous l'avez précisé, au terme de l'alinéa 2 de l'article 20 de la loi portant Constitution du Cameroun, celle de 96, du 18 janvier 96, modifiant celle du 2 juin 72, complétée elle-même par la 01/2008, non, 2000/01 du 14 avril 2008, Tout à fait. fixe donc le troisième rôle du Sénat. C'est-à-dire qu'il représente les collectivités territoriales décentralisées qui au Cameroun sont les communes et les régions. Alors, il faut quand même rappeler que pour mieux appréhender le rôle du Sénat en tant que représentant des collectivités territoriales décentralisées, il faut aller voir ce que le législateur a voulu mettre dans représentant. Tout à fait. Représentant, c'est-à-dire que le législateur a considéré qu'il faut aux collectivités territoriales décentralisées un mandataire, une personne qui parle en leur lieu et place. Et pour mieux appréhender le rôle du Sénat et la façon dont il doit se mouvoir pour représenter les collectivités territoriales décentralisées, il faut aller chercher dans la loi numéro 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Tout à fait. En son article 17, la loi fait obligation, par exemple, à l'État de transférer un certain nombre de compétences. Sauf que les collectivités territoriales décentralisées elles-mêmes n'ont pas la force d'aller prendre ces compétences-là. Il leur faut donc un mandataire, une personne qui est plus proche du pouvoir et qui peut faire le lobbying nécessaire pour que cela soit effectif. L'article 21, par exemple, de cette loi dit que les collectivités territoriales, les compétences transférées doivent être accompagnées des ressources. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le plus souvent, un certain nombre de compétences sont transférées, mais ne sont pas accompagnées de ressources. La personne, donc, a même de faire le lobbying nécessaire pour que les compétences soient effectivement transférées en compagnie des ressources. C'est le Sénat. Il faut aussi noter que l'article 22 de cette loi précise que un certain nombre de personnels de l'État peuvent être affectés, détachés ou alors mis à la disposition des collectivités territoriales décentralisées. Sauf que, pour prendre par exemple la commune de Matom dans laquelle je suis, nous avons depuis fin 2020 adressé un certain nombre de courriers à l'effet que l'on reverse un certain nombre de personnel de l'État dans la commune de Matom. Tout cela est resté lettre morte et en 2022, nous avons envoyé pour intervention au Sénat ces différents courriers. Malheureusement, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de réponse. Donc, nous considérons que voilà le rôle que devrait jouer le Sénat. Mais permettez de continuer avec l'article 24. L'article 24 de cette loi précise que lorsque un département ministériel transfère des compétences à une collectivité territoriale décentralisée, cela doit être accompagné, en plus des ressources financières, mais des moyens matériels Ils disent meubles et immeubles. Et à l'alinéa 2 de cet article 24, la loi précise qu'un décret du Premier ministre viendra préciser les modalités d'évolution de l'alinéa 1 ci-avant. Sauf que nous sommes aujourd'hui en 2023, 4 ans après la mise sur pied de cette loi. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un décret du Premier ministre ayant trait à cela. Maintenant, je vais finir en évoquant l'article 25 de cette loi.
Alors lui, il m'intéresse parce que c'est lui qui parle des ressources et vous savez que c'est le nerf de la guerre. Alors, l'article 25 précise, donne une dotation générale de la décentralisation et en son alinéa 3, il précise que la fraction des recettes de l'État à transférer aux collectivités territoriales décentralisées ne doit pas être inférieure à 15%, ne saurait être inférieure à 15%. Si on y va de façon pratique, pour le cas de la loi de finances 2023, c'est-à-dire que la loi numéro 029/2022 du 27 décembre 2022 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2023, l'État avait en ressources 6 274 milliards 800 millions environ. Alors, nos amis d'un certain parti, puisque vous n'avez pas voulu que l'on les cite, ils estiment que les ressources issues des emprunts ne doivent pas être transférées aux collectivités parce qu'elles sont prises pour des destinations bien précises. Alors, je rappelle que pour l'année 2023, ces ressources sont de 1598 milliards. Ça veut donc dire que si je les ôte des 6 000 milliards, nous sommes à 4 650 milliards environ. Tout à fait. Ce qui veut dire donc qu'en faisant un calcul simple sur le fondement de l'article 25, alinéa 3, les ressources affectées aux collectivités territoriales décentralisées ne devraient pas être inférieures à 701 milliards de francs CFA pour ce qui est de l'année 2023. Or, lorsque vous allez au titre 3, qui traite de l'équilibre budgétaire, vous allez plus bas au niveau des dépenses. Vous arrivez au chapitre 462. Et là, non, 642, je m'excuse, 642. Et là, vous constatez que les ressources qui sont prévues être affectées pour l'année 2023 aux collectivités territoriales décentralisées sont de 24 milliards et poussière. Donc, environ 3,44% de ce qui devrait l'être. Je fais ce long développement pour dire qu'on a donc là, nous autres conseillers municipaux, des gens qui sont supposés aller au plus haut niveau, défendre, plaider notre cause, parce que soit vous leur dites que enlever ce point du Code général des collectivités territoriales décentralisées, soit vous l'appliquez. Je finis en disant, en faisant cette proposition, et là vous finissez en faisant cette proposition, par exemple, vous imaginez que le Sénat pourrait actuellement envoyer un courrier au ministre des Finances lui disant attention, il y a que depuis 2019, on laisse passer quelque chose, mais pour la loi de finances de 2024, si au moins 15% des recettes de l'État ne sont pas transférées aux collectivités territoriales décentralisées, nous ne laisserons pas passer cette loi de finances. Peut-être ça aiderait à ce que ça bouge un peu. Tout à fait. Alors, docteur Ridimo, je parlais de l'étape embryonnaire. D'ailleurs, nous sommes à la 3e cuvée. C'est en 2013. Célestin Djamel l'a si bien dit. C'est en 2013 que le Sénat a ouvert ses portes. Effectivement, en 2014, avec une dotation d'environ 15 milliards 200 millions de francs CFA pour son fonctionnement. On apprend d'ailleurs que cette année, ça sera dans les 16 milliards 162 millions de francs CFA. On ne fait qu'augmenter, une augmentation des milliards de francs CFA. Bon, on ne cherche pas à savoir de quoi ça va sa vie. Mais dites-nous, à cette étape embryonnaire, est-ce qu'on a comme impression que cette 3e cuvée peut faire mieux? Surtout que le rôle le plus attendu, comme on semblait le dire tout à l'heure, le conseiller, est ce plaidoyer, ce lobbying, cette assistance permanente auprès des collectivités territoriales décentralisées, là où se trouve le développement. Écoutez, je suis très surpris, un peu désagréablement, il faut le dire, que jusqu'ici on soit à des niveaux si bas. En fait, lorsqu'on parle de 3%, alors que c'est 3% alors qu'on s'attendait à 15%, c'est quand même, il y a un problème sérieux. Et je comprends de plus en plus, peut-être mieux, pourquoi certains objectifs de croissance peuvent crainer à être atteints. Parce qu'en fait, véritablement, les collectivités territoriales décentralisées, lorsqu'elles ont suffisamment de moyens pour se mouvoir sur le terrain, sont en fait les acteurs qui peuvent le plus porter la croissance. Parce que la croissance, c'est avant tout la vigueur des échanges. Et lorsque les populations qui produisent la richesse, parce que ce sont ces populations qui produisent la richesse, ne sont plus tellement impliqués dans la gestion de cette richesse. Lorsque les biens restent suspendus à un certain niveau,
il y a des risques. Le premier risque est que, naturellement, il n'y ait plus une bonne visibilité des opérations. Le risque, naturellement, qui va avec est que on continue à avoir une qualité de la dépense publique qui risque d'être très, très douteuse. Je pense que mettre davantage de moyens à la disposition des collectivités, c'est tout simplement un impératif de grande urgence. J'aime bien rappeler que dans certains pays, ces collectivités gèrent dans les 50%, parfois plus, de finances publiques disponibles. Quand vous regardez en France et que vous regardez le rapport, vous serez surpris de constater que l'État central ne gère pas nécessairement beaucoup plus que les collectivités territoriales décentralisées. Et donc, quelque part, il faut corriger ce tir. Et je pense que j'ai bon espoir que ceux qui nous dirigent, qui veulent atteindre un taux de croissance de 8,1%, savent très bien que pour le faire, il faut absolument associer ces collectivités territoriales décentralisées qui, à leur niveau, sont aptes à créer des emplois si on met à leur disposition suffisamment de moyens pour le faire. Elles sont les mieux outillées de toute façon pour savoir quelle matière première, quels produits développer, parce qu'elles ont ce pouvoir de le faire. Mais pour cela, il s'agit de porter le lobbying maintenant. C'est pourquoi nous parlons du Sénat. Il s'agit de porter effectivement cette voie-là. Malheureusement, je n'ai pas l'impression que le Sénat sera à même de le faire, parce que je n'ai pas trop l'impression que le Sénat ait toute la force. Encore qu'on a l'impression que la majorité est un peu obèse et qu'elle risquerait de ne pas pouvoir articuler de manière suffisamment véhémente et suffisamment violente les revendications qui viendraient des communes et qui viendraient des régions. Mais on va voir ce que produira cette année 2023. Mais sincèrement, je suis un peu déçu, il faut le dire, parce qu'en fait, pour atteindre certains objectifs de croissance, vous avez besoin d'un budget d'investissement public beaucoup plus colosse. Déjà, on doit constater que depuis 1-2 ans, on peine à atteindre les 18% de budget orienté vers l'investissement pur, d'où la nécessité, et je comprends ceux qui dirigent aujourd'hui, de penser à lever de plus en plus de fonds, parce qu'en fait, pour atteindre les buts d'émergence, ils le disent eux-mêmes, il faudrait certainement rassembler à peu près 37 à 40 milliards de francs d'ici 2030. Ça veut dire qu'on risquerait, si on ne fait pas attention, de passer de 44% d'endettement public, on y est déjà, par rapport au PIB, on est à 44% et le plafond à 70%. On pourrait bien arriver à dépasser ces 70% si on n'associe pas à temps ceux qui peuvent justement permettre non seulement de créer des emplois, mais de créer, c'est les communes. C'est les communes. Les collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire les régions et les communes. Voilà, donc ils peuvent créer et des emplois et de la richesse, et une richesse qui correspond aux caractéristiques de fond de ces communes. Alors, ça veut dire que vous faites déjà le plaidoyer que le sénateur devrait faire plutôt. Vous le faites à sa place. Président Djamène, on sait que la mise, en fait, au Sénat, on le dit, il représente les collectivités territoriales décentralisées. On dit d'ailleurs que son rôle, en plus du rôle du député, c'est-à-dire voter les lois, les examiner, voter et puis contrôler l'action du gouvernement, il n'y a que le Sénat, lui encore, se rapproche davantage des collectivités territoriales décentralisées dans ce sens qu'il a ce plaidoyer à faire. D'ailleurs, le conseiller l'a si bien mentionné tout à l'heure. Mais sauf qu'on se demande bien, est-ce que la mise sur pied du Sénat
franchement dit, à accélérer quelque chose dans le processus de décentralisation. C'est quand même la troisième cuvée que nous partons vivre déjà depuis 2013. Nous sommes en 2023, bientôt, ils seront en juin. La troisième cuvée va pratiquement prendre fonction. On ne parlera plus d'un Sénat embryonnaire, mais plutôt d'un Sénat quand même en fonction. Dites-nous de façon concrète, est-ce que l'orientation que on essaye de voir là, ce n'est pas une Assemblée nationale bis, une chambre qui vient tout simplement corroborer avec l'Assemblée nationale et dire qu'ok, avancez, c'est bon. Bon, c'est vrai que j'apprécie beaucoup vos thématiques du jour parce que le sujet, c'est davantage le rôle du sénateur. Tout à fait. Et du Sénat. Voilà, auprès des collectivités territoriales décentralisées. Plutôt que les CTD elles-mêmes. Je crois que c'est important parce que c'est bien de rappeler les conditions techniques qui expliquent l'organisation et le rôle du Sénat. Il faut le rappeler, la Constitution est très claire depuis 1996. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'acteur public en politique, c'est d'aller vers la problématique. Que pose l'existence du Sénat comme problème dans l'organisation globale du système constitutionnel camerounais? Voilà la vraie question. Ce n'est pas de ratisser, même si c'est utile, sur le plan pédagogique, c'est vrai, mais le vrai problème, c'est que la situation est structurelle. Dans ce sens que, d'une part, je veux bien qu'on copie les Français, mais il ne faut pas le copier de manière bête et servile. En France, on dit le Sénat joue deux rôles, représenter d'une part la collectivité territoriale décentralisée. Je rappelle qu'en France, il y a une vraie décentralisation. Ici, c'est un semblant de décentralisation. En réalité, c'est calqué sur le modèle français. Donc. Voilà. Donc, d'autre part, c'est vrai qu'aussi en France, dans la Constitution française, on dit qu'effectivement, ils examinent les lois autant que les députés. Encore que là aussi, c'est les députés qui ont le dernier mot. Maintenant, revenez ici au Cameroun. Quelle est l'utilité du Sénat? Donc, on dit que c'est un lieu de garage pour les vieux, c'est pour récompenser certains amis, parce qu'ils se murmurent depuis un si grand temps. Maintenant, je crois que pour moi, le mot représentation des collectivités territoriales est abusif. On ne peut pas être un représentant, un élu, et faire du lobbying. À mon sens. Le rôle du Sénat doit être clair. Ils sont là pour voter en deuxième lecture les lois qui ont été votées par l'Assemblée nationale. Ils doivent jouer le rôle de sage, de tamiseur des lois, de tempérance. Parce que le lobbying, c'est très aléatoire. Mais sauf qu'on leur dit qu'ils sont les représentants des collectivités territoriales. Justement, pour moi, c'est mon avis. En tant qu'homme politique, je suis contre ce rôle-là, en tout cas, imputé au Sénat. Ils doivent se concentrer à jouer la contrebalance. Alors, vous êtes contre ce rôle, mais sauf que ce rôle est assigné. Président Yamel, je vous le lance, s'il vous plaît. Oui. Vous êtes contre ce rôle, mais malheureusement, le rôle lui est assigné. Il faudra qu'on voit donc exactement comment il devrait mener ce rôle. Malheureusement, il est assigné. Ce n'est pas vous et moi qui allons l'enlever maintenant. Ah si, on est obligé de faire avec. Notre discours public compte. Oui. Ah oui, les gens regardent HTV. Mais il ne faut pas simplement venir réciter à la télévision ce qui existe. On doit aussi apporter notre avis sur la problématique. Tout à fait. Donc, pour moi, je considère que ce terme est abusif. Ils doivent se concentrer sur le rôle, comment dirais-je, de représentation, de tamiseur. Du chambre des députés bis. Exactement. En deuxième lecture. Les lois, c'est important. Oui. Parce que si les députés sont beaucoup plus jeunes, en règle générale, on suppose que les sénateurs qui sont beaucoup plus dans la force de l'âge, dans l'expérience, peuvent apporter une espèce d'équilibre aux lois votées peut-être à la hâte par l'Assemblée nationale. Et puis maintenant, le deuxième problème structurel, c'est l'Assemblée, le Parlement obèse et surtout monocolore. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de parlementaires gèrent leur carrière. Ils ne sont pas là, effectivement, pour la qualité des lois. Malheureusement, on aurait aimé un Parlement beaucoup plus... C'est un pouvoir législatif, hein. C'est un pouvoir indépendant. Et l'indépendance du Parlement est garantie par la Constitution. Or, nous avons davantage des godillots au Parlement, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Alors, ça veut dire que vous êtes responsable de l'instruction que vous avez... Évidemment, ça veut dire qu'on ne doit pas être une chambre... Vous annoncez ça tout seul. Hein? Une chambre d'enregistrement. Parce que la loi parle de la source de la loi, qui peut être aussi les propositions de loi. Tout à fait. Comme l'a rappelé le reportage. Mais dans les faits, il n'y a pas de proposition de loi. Les textes émanent toujours du gouvernement. Or, les parlementaires... Et ces textes passent à la lettre.
Oui, c'est pas normal. Les parlementaires doivent faire valoir leur, du moins, à défaut d'indépendance, ils devraient même déjà l'être, mais à défaut, leur autonomie. Ce qui n'est pas le cas. Donc voilà le cœur du problème. Est-ce que nos parlementaires ont les mains libres? Ou est-ce qu'ils sont là pour gérer leur carrière? Dès lors, les communes et les régions n'ont pas de lobbying, de lobbyistes, tout à fait, vraiment sûrs, puisque le rôle de lobbying est purement d'apparence, est purement, comment dirais-je, académique. Ce n'est pas un rôle réel. Ils ne vont jamais écrire au président du Sénat ou de l'Assemblée du Sénat pour dire que voilà, il y a telle chose qui est préoccupante dans telle région. Qu'est-ce qui se pose comme problème fondamental dans la région littorale? Parce qu'ils ont peur ou tout simplement... On a vu par exemple... Parce qu'ils ont peur pour leur carrière ou tout simplement... Justement, un problème emblématique qui est celui de Paul Erikingen, quand il défendait les carrières de Péja, ouais, qui lui sont dévolues de par la loi en tant que maire. Ouais. Qu'a fait le Sénat? Bouche cousue, motus bouche cousue. Ah, rien du tout. Ouais. Donc ce rôle de lobbyiste est purement, comment dirais-je, virtuel. Il est illusoire. Il est resté seulement dans les idées, mais ne se concrétise pas. Allez, je vais vous inviter à suivre encore un autre reportage. Il n'y a pas que vous qui vous posez la question sur l'existence de ces Sénats, mais beaucoup de Camerounais veulent savoir que signifie le Sénat. Les Camerounais s'interrogent sur le bien fondé du Sénat. Je m'en vais vous proposer cela et nous revenons pour la suite. Le Sénat, la chambre haute du Parlement camerounais, a été créée en 1996 par la loi numéro 96/06 du 18 janvier portant révision de la Constitution. Et ce n'est qu'en avril 2013 que les premières élections ont été organisées. 10 ans après ces premières élections sénatoriales, l'homme de la rue fait son bilan. Je ne sais à quoi le Sénat nous sert ici au pays. Depuis qu'il y a le Sénat, ça a déjà fait quoi? Nous, on se retrouve dans la même position depuis qu'il y a le Sénat. C'est eux qui sont bien. Voilà le genre de voiture qui roule dedans. Voilà la voiture qui roule dedans, tout leur salaire. C'est eux qui vivent bien. Nous, on vit bien. Regardez-moi par exemple. Rien n'a changé. Pour moi, le Sénat n'a pas de place au Cameroun parce qu'il ne sert absolument à rien. Ce n'est qu'une chambre d'enregistrement et d'applaudissement. Ils sont là pour applaudir et pour se faire les marchés publics pour eux-mêmes et leurs familles. C'est à ça que le Sénat camerounais nous sert. Même l'Assemblée nationale, c'est la même chose. Le Sénat camerounais ne nous a pas vraiment manqué parce que, au vu des déroulements des activités, nous remarquons que le Sénat il est absent. Rien n'est fait. On a l'impression que le Sénat appartient à une classe bien déterminée. Donc véritablement, il ne nous manque pas puisqu'il est là comme s'il n'est pas là. Ils ont des gros salaires, des gros véhicules, mais on a l'impression que le travail n'est véritablement pas fait. L'Assemblée nationale seule nous aurait suffi, véritablement. Il faut rappeler que bien avant le Sénat, les Camerounais ne connaissaient que l'Assemblée nationale, d'où la patience demandée par certains citoyens. Pour le moment, il y a la structuration de certaines lois, les attentes des Camerounais qui sont à l'étranger et qui attendent que peut-être certaines lois leur favorisent de rentrer dans le pays. L'effectivité de la décentralisation, parce qu'il y a encore certains obstacles qu'on ne voit pas sur le terrain, qui fait en sorte que la décentralisation n'est pas effective. C'est tout juste ça. La patience, oui, mais les Camerounais observent de nombreuses lacunes. D'aucuns ont déjà atteint un certain âge. Du coup, le travail ne peut pas être bien fait. On devrait faire intervenir plus la jeunesse. La jeunesse est le fer de lance de la nation. Et il faudrait que la jeunesse intervienne beaucoup plus dans les activités politiques du pays. Doit-on le dissoudre pour revenir à une seule chambre, l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement? On pourrait l'enlever et qu'on se rassasie avec l'Assemblée nationale qui se tue à faire son travail tant bien que mal. Non, mais s'ils veulent bien faire les choses, ils n'ont qu'à voir comment est-ce que ça se passe aux États-Unis, en France et partout ailleurs, en Grande-Bretagne. Le Sénat, ce n'est pas pour faire plaisir aux copains et autres, c'est pour l'avenir du pays. C'est eux qui doivent, c'est des têtes pensantes qui doivent penser pour le développement d'un pays. Non, moi je pense que l'âge c'est la sagesse. Même si c'est les VA, ils ont l'expérience de vie, ils ont des choses qu'ils ont traversées, que nous les jeunes, nous n'avons pas encore traversées. Mais c'est à eux de parler avec une autorité, parce que l'autorité c'est lui qui parle et les choses se réalisent, c'est ça l'autorité.
Les prochaines élections sénatoriales auront lieu au Cameroun le 12 mars 2023. Elles permettront d'élire au suffrage indirect 70 sénateurs sur les 100 que compte le Sénat. Alors, Damien Mahoum, mon conseiller, peut-être un commentaire sur ce reportage que vous avez suivi tout à l'heure, avant d'embrayer avec ma question. Écoutez, moi je fais partie d'un parti, alors je viens d'un parti politique qui entend non pas dissoudre mais reformer le Sénat. Donc ce n'est donc pas moi qui vais défendre bec et ongle l'existence du Sénat. Par contre, je ne suis pas entièrement d'accord avec le Sénat ne sert à rien. Parce qu'au-delà des deux premiers rôles que nous avons évoqués jusqu'alors, c'est-à-dire que le rôle législatif qui est le contrôle de l'action du gouvernement et légiférer, il y a le deuxième rôle, la représentation des collectivités territoriales décentralisées, mais aussi quelque chose de fondamental. Le Sénat assure la continuité de l'État. C'est-à-dire qu'en cas de vacances constatées, c'est le président du Sénat qui est supposé assurer la continuité de l'État. Alors, prenons un petit exemple pour répondre à quelque chose que j'ai entendu ici. Imaginez qu'il y avait au Sénat actuellement une majorité contraire à celle qu'il y a à l'Assemblée nationale. Et que une loi, la loi de finances telle que je l'ai évoquée, passe à l'Assemblée nationale et soit retoquée au Sénat. Dans le seul objectif de faire en sorte qu'un certain nombre de dispositions réglementaires soient respectées. Justement, l'aîné a dit que le Sénat est là pour que les lois ne s'écartent pas de certaines bornes de notre pays. Justement, il y a une loi qui a été votée en 2019 sur les collectivités territoriales décentralisées qui demande qu'on alloue une proportion de recettes au CTD. Justement, si ce Sénat-là faisait son travail, on en serait au moins à 10-13%. Je rappelle quand même qu'en France, pour 2023, on est à 15% pour ce qui est des régions seulement. 15%. Donc ça veut dire qu'on alloue là-bas un certain nombre de recettes parce qu'on constate, on considère que le Sénat, les collectivités territoriales décentralisées, je veux dire, sont le creuset de développement d'un pays. C'est de là que tout commence. Donc je fais partie des gens qui pensent que justement, il faut reformer le Sénat. Qu'il soit une chambre, comme nous entendons l'appeler, une chambre d'anciens, qui permet de se rassurer que les bornes de notre identité ne sont pas déplacées et que les lois que nous votons respectent ce que les pères fondateurs ont voulu. Alors, très bien. Alors, est-ce que l'absence du cadre formel de collaboration entre le Sénat et les collectivités territoriales décentralisées n'est pas un obstacle, effectivement, pour cette avancée? Puisqu'il n'existe pas jusqu'ici un cadre formel de collaboration entre le Sénat et les collectivités territoriales décentralisées. Alors, ça fait partie de l'un des plaidoyers, mais un plaidoyer que portent les CTD vers le Sénat. Ça veut dire qu'il n'est pas possible, dans l'étymologie même du mot « représenter », j'ai dit parler pour, agir pour, être le mandataire de. Ça veut donc dire que si tu me représentes quelque part, il faudrait, si tu n'as pas la capacité de gérer avec moi, il faudrait qu'il y ait une partie de moi qui soit avec toi. Pourquoi est-ce que le CEVUC ne ferait pas partie obligatoirement des 30 sénateurs, des membres du CEVUC, je veux dire, des 30 sénateurs que le président de la République vote? Non, je veux dire, on pourrait envisager que 10 à 15%, 20% des sénateurs nommés par le président de la République ressortissent du CEVUC. Des gens qui, au quotidien, vivent le martyre des collectivités territoriales décentralisées et qui peuvent donc leur expliquer nos difficultés au quotidien. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Donc je pense que, en plus de l'introduction du CEVUC dans le Sénat, il est possible de créer un cadre de concertation bien clair qui ferait qu'à des périodes bien déterminées, nous irions au Sénat expliquer aux sénateurs les difficultés que nous avons. Ou alors, les sénateurs pourraient, à des périodes bien déterminées, avoir des visites d'information dans les CTD, en fonction de leur zone de compétence, pour qu'ils, les sénateurs, viennent toucher du doigt les réalités des CTD. Alors, ils ont d'ailleurs expliqué que les 1 milliard de francs CFA qu'on a augmenté à leur budget, qui a d'ailleurs été voté le 8, en fait, qui a été voté le 8 décembre 2022, ils ont expliqué que c'était
en rapport avec les descentes, les multiples descentes qu'ils vont désormais faire sur le terrain, et avec le siège. Mais écoutez, moi, sièges qui vont... juste 30 secondes. Moi, je suis à ma 3e année de la conseil municipal. Je n'ai pas vu un seul sénateur passer dans tout le Nion-Ikele. Je ne parle pas de ma dans tout le Nion-Ikele. J'espère que vous avez l'occasion cette fois-ci de descendre. Docteur Edimo, je reprends la même question avec vous. Est-ce que l'absence du cadre formel de collaboration entre le Sénat et les collectivités territoriales décentralisées ne semble pas être là aussi un obstacle à l'avancée de ce processus de décentralisation qui est chanté depuis 2010 quand même au Cameroun. Ça fait 13 ans exactement que nous parlons de décentralisation. Oui, c'est un problème, c'est un réel problème d'ailleurs, mais j'ai bien aimé la proposition qu'il amène, mais qui devrait à mon avis être complétée. En fait, c'est la nature et la qualité, le niveau de compétence des sénateurs qui est véritablement le point le plus important dans tout. Si le sénateur est l'homme d'expérience qui pourrait tamiser, donner des orientations stratégiques les plus importantes, et naturellement, il faudrait qu'il ait le niveau de technicité requis. Ça veut dire que les partis, il faudrait un cadre, une loi lisible, connue de tout le monde, qui présente de manière très claire le niveau de technicité, de compétences et plein d'intégrité de ceux qui devraient travailler ou ancrer dans le Sénat, quel que soit. Tout à fait. Surtout que les sénateurs même se plaignent qu'il n'y a pas un cadre réglementaire qui leur permette d'être en contact direct avec les autrement, ça devient, malheureusement, je n'aime pas le terme, mais une sorte d'applauditoire. Il ne faut pas que ce soit ça. Si c'est le cas, ça ne va rien produire. Et je comprends maintenant, d'ailleurs, le souci de tous ces téléspectateurs qui trouvent que, en fait... Ils s'interrogent sur le rôle du Sénat, oui, effectivement. Parce que le Sénat, à mon sens, devrait quand même, s'il doit conduire ses missions, de représenter non plus les intérêts des individus, mais les intérêts des territoires, c'est quand même quelque chose d'important. On ne peut pas se mettre dans une salle juste pour applaudir. Il faut pouvoir lire ce qui se présente. Il faut beaucoup de choses. Il faut beaucoup de choses. Et je pense qu'à ce niveau, je pense qu'il faut travailler. Il importe que si on veut avancer véritablement, qu'on travaille. Moi, et quand je regarde ceux qui deviennent sénateurs, je ne veux pas citer quelqu'un personnellement, mais quand je regarde, je n'ai pas toujours l'impression que ce sont les critères qui sont mis en avant. Souvent, c'est peut-être la fortune, peut-être c'est autre chose, peut-être quelqu'un qui veut une certaine immunité. Je pense que si on veut bien faire les choses, il faut surtout s'appesantir sur qui devient sénateur, qu'est-ce qu'il a fait, quel est son parcours, quel est pas seulement son extrait de casier judiciaire, mais bien au-delà. Il est motivé depuis combien de temps à faire quoi pour la société? Voilà. Je pense que c'est capital parce qu'en fait, les personnes d'un certain âge qui ont déjà vécu, qui ont aussi assemblé ce qui leur suffit pour continuer le restant de la vie, devraient être les personnes qui, à un niveau indépendamment de leur parti, seraient disposés à dire ce qui semble vrai, ce qui semble important pour tout, donc qui pourraient, à la limite, prendre des distances, même par rapport à leur parti, pourvu que on voit que l'intérêt général qui est présenté peut-être par une autre vision soit peut-être ce qui conviendrait. Oui, oui. Donc, en ce sens, je pense que de manière claire, il faut regarder de l'autre côté.
vers des pays qui ont une plus grosse expérience. D'ailleurs, on dit d'ailleurs que plusieurs sénateurs souffrent d'un marasme intellectuel, ce n'est pas moi qui le dis. Mais, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez, je vous en prie, je reviens à vous. Président Djamène, on parle du Sénat, c'est vrai. On dit que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. On le dit de façon claire et tout souriant, tout le monde est content. Et on applaudit, on dit voilà, c'est ça. Mais de là, je voulais m'interroger un peu. Mais quelle forme prend donc cette représentativité aujourd'hui, président Djamène? D'ailleurs, vous avez été le premier d'ailleurs à vous questionner sur effectivement la forme. Et je vous renvoie dans cette question. Exactement, Raoul, c'est le cœur du débat. L'utilité, l'importance, la substance même d'être sénateur. Je crois que le conseiller Macron l'a rappelé. Ils sont censés avoir un budget pour les descendre sur le terrain, notamment aller être à l'écoute des collectivités territoriales, les écouter, au moins 3 descentes par an. C'est pas trop leur demander. Ils ont quand même l'argent prévu pour cela. Est-ce qu'ils le font? À écouter le conseiller Macron, c'est non. Non. Moi-même, quand je suis conseiller, ils sont venus une fois, en 6 ans. Une fois. Ils sont quand même venus. C'est pas énorme. Donc, c'est de l'argent de poche qu'on leur donne, pour dire les vérités comme ça. Donc, ça veut dire que le problème fondamental, c'est la question de la volonté politique. Voilà le cœur du débat. Arrêtons de tourner autour du pot. C'est une question de volonté politique. Les sénateurs qui reçoivent les bourses de l'État pour descendre sur le terrain, qui ne le font pas, ça s'appelle soit un détournement de biens publics, soit un abus de confiance. Parce qu'ils ne remplissent pas leur rôle. Maintenant, je pense que concernant la réforme de l'État et la continuité de l'État, on peut imaginer d'autres pistes que le Sénat, parce qu'en vérité, on peut instaurer une vice-présidence. Si c'est une question de quand on peut remplacer le président en cas de décision d'empêchement, on peut très bien mettre en place une vice-présidence. On a dit que, comme aux États-Unis, vous vous rappelez de Kennedy et les autres, quand le président a été assassiné, de manière automatique, le vice-président n'est pas en place pour quelque temps, fini le mandat d'ailleurs, du président assassiné ou empêché. Donc il y a d'autres pistes de réforme de l'État que le Sénat. Maintenant, si on s'en tient au Sénat, si on le veut tellement, mettons-y quand même un peu de la volonté politique. Qu'est-ce que j'entends par là? Au niveau du rôle législatif, parce que je considère que le rôle législatif n'est pas si négligeable que cela. Les députés, parfois, pour les intérêts opportunistes, il faut bien le dire, sont souvent dans la précipitation. Alors, la raison d'être d'instaurer une seconde chambre, c'est justement de venir tempérer, de tamiser cette précipitation qu'on peut comprendre par ailleurs des députés. Voilà le cœur du sujet. Et puis, c'est quand même des représentants aussi, de manière concrète, de la nation. Oui. Et donc, il y a quand même certaines incongruités entretenues, où on est représentant des régions et des mairies, ou alors, qui peuvent d'ailleurs se défendre eux-mêmes, puisque les textes sont là pour les mairies, ils ont l'autonomie suffisante pour se défendre, soit ils sont représentants de la nation à vocation à voter la loi nationale. Parce que quand on vote en deuxième lecture, bien c'est la loi du pays. Là, on n'est plus d'Union Ekele ou du Lé ou du BAM, rien du tout. Tout à fait. On vote les lois nationales. On devrait donc, en principe, pour moi, cantonner les sénateurs à ce rôle de contrepoids de l'Assemblée nationale. Et puis, un troisième problème, c'est que je suis assez dubitatif sur le côté, bon, c'est vrai qu'en Angleterre, c'est une monarchie républicaine, la reine peut nommer des lords, mais dans un pays comme le nôtre, qui a envie de bien se fixer dans la démocratie parlementaire, je pense que la nomination des sénateurs est sujet à problème. Parce que ceux qui sont nommés, c'est par rapport. Même si je suis contre les enquêtes de moralité, parce qu'en vérité, c'est un scrutin de liste. On ne peut pas imposer à un parti de mettre les candidats qu'il ne veut pas. C'est un parti qui choisit ses candidats, à condition de respecter les canons démocratiques, la question du genre et la question de la composition sociologique. C'est ça qu'on doit respecter. Maintenant, en cas de moralité, moi je ne suis pas pour, parce qu'en vérité, à partir du moment où on sait lire et écrire, peut-être, parce que j'ai appris qu'en 2013, il y avait au moins 5 sénateurs qui ne savaient pas lire et écrire. Là, ça devient très inquiétant, parce qu'ils sont appelés à délibérer. On ne délibère pas avec les oreilles, on délibère non seulement avec les yeux, mais il faut savoir l'alphabet. L'alphabet et être en capacité de comprendre ce qu'on lit. Si un parlementaire n'est pas en capacité de comprendre ce qu'il lit, ça veut dire qu'on fausse le jeu démocratique. C'est extrêmement grave. Les partis ont cependant cette liberté, effectivement, de choisir qui ils veulent selon le militantisme de chacun. C'est ça la vérité aujourd'hui. Tout à fait. Donc, en vérité, je pense que
le sujet est excellent, mais il faut recentrer le débat, parce qu'il faut que nos téléspectateurs, vos téléspectateurs, puissent aussi en tirer quelque chose. Qu'est-ce qui fait problème? On a écouté un Vox Populis, et tout à l'heure, les gens s'interrogent sur la nécessité du Sénat. Parce que justement, le rôle n'est pas rempli. Tout à fait. On dit grosse bagnole, machin. Je suis pour que les sénateurs soient à l'aise, parce qu'ils représentent quand même, il doit être à l'abri du besoin, ne pas être tenté par des bakchiches. Mais malgré tout ça, ils continuent dans les méthodes un peu soviétiques. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment, pas une enquête de moralité, mais il faut des lois qui obligent les sénateurs à délibérer réellement. Hein? Un texte arrive au Sénat, il y a une vraie délibération. Ça veut dire qu'il faut les contraindre? Et surtout, oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un vrai débat sur les textes. Mais souvent, on enregistre, on parle, oui, j'ai voté main levée, un peu comme dans certaines communes, et voilà, le plus grand écrase les autres. Il faut un débat sur la qualité des textes. Absolument. Même s'il y a des partis minoritaires, même si c'est des minorités très faibles, il faut un vrai débat démocratique, parce que les citoyens, ils ne veulent pas savoir si vous êtes du PCRN, de la part, du RDPC. Ils veulent savoir, en tant qu'administrés, quelles sont les retombées positives pour eux. C'est ça le vrai intérêt, n'est-ce pas, d'un parlementaire. Or, aujourd'hui, c'est le cœur du problème. Ce n'est pas le débat technique. La Constitution est parfaite. Hein. Très bien. Quasi parfaite. Mais dans la réalité, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors, vous souhaitez réagir tout à l'heure. Lorsque j'ai refusé de vous donner la parole. Allez-y. Alors, une ou deux petites précisions. La première, vous avez semblé dire que le Sénat se plaint qu'il n'y a pas de cadre formel pour se mouvoir sur le terrain. Je rappelle quand même que le Sénat fixe lui-même son organisation, les modalités d'organisation et de fonctionnement, ces modalités de fonctionnement sous la forme d'une loi portant règlement intérieur du Sénat. Ça veut dire que c'est eux qui peuvent décider de la manière de se déployer sur le terrain. Ça, c'est une première chose. Deuxième précision que je voulais apporter, c'est que, attention, contrairement à la Chambre basse, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle on l'appelle la Chambre haute, le Sénat ne peut pas être dissous. L'Assemblée nationale peut être dissoute par le président de la République, mais le Sénat ne peut pas être dissous. Cela leur confère donc ce que le docteur demandait, une certaine hauteur. Le temps de leurs 5 ans, ils sont comme les juges inamovibles aux États-Unis. Personne ne peut les enlever de là. Et donc, ça leur confère une certaine hauteur pour qu'ils puissent agir en toute responsabilité. Tout à fait. Donc, de mon point de vue... Alors, lorsque vous les voyez agir, vous avez comme impression qu'ils savent exactement le rôle qu'ils doivent jouer? Qu'ils savent qu'ils ont le pouvoir, qu'ils ont une certaine hauteur, tel que vous le dites? Non, moi, je voudrais qu'on s'entende sur quelque chose. Le débat, le thème tel que vous nous l'avez envoyé, c'est que nous devions nous questionner sur le rôle du Sénat auprès des collectivités. Nous ne sommes pas encore sortis de ce rôle. Nous y sommes encore. Voilà. Maintenant, ce qui est fait aujourd'hui peut émailler notre développement, mais il faut d'abord que nous fixions le cadre théorique qui encadre la façon dont les sénateurs doivent se déployer. Et donc, vous me posez maintenant la question de savoir si j'ai l'impression qu'ils font... C'est là tout le problème. Est-ce que vous avez comme impression qu'ils prennent vraiment le pouvoir qui est le leur, qu'ils savent exactement qu'ils ont ce pouvoir et qu'ils doivent exactement se mouvoir pour les collectivités territoriales décentralisées? Vous avez cette impression? Non, je n'ai pas cette impression, justement parce que j'ai l'impression que le fait d'avoir été sous la domination d'un seul pouvoir, l'exécutif, pendant 42 ans, disons que quelqu'un qui a une force... Le Sénat, ce n'est que 2013. Hein? Oui, voilà. Il est du Sénat comme de l'Assemblée nationale. Vous savez que pour que le Sénat se réunisse en session ordinaire, il faut qu'il consulte le président de la République. C'est écrit dans la loi. Il faut qu'il consulte le président de la République. Les 3 sessions ordinaires de l'année, chaque fois que la conférence des présidents se réunit, il faut qu'il y ait au moins un membre du gouvernement obligatoire, sinon elle ne se tient pas. Dans ces conditions-là, je considère que le Sénat n'a pas découdé franche. Même si on ne peut pas dissoudre le Sénat, il y a quand même qu'à côté, il y a des petits micmacs qui font en sorte que... Des petites manœuvres qui font en sorte pour les empêcher de se mouvoir. C'est donc, de mon point de vue, l'une des choses qui ont... Ça veut dire qu'il faut des hommes téméraires. Voilà, qui ont amené un certain nombre de partis politiques à demander à entrer dans cette chambre-là. Parce que cette chambre est hautement importante. S'il y a là-bas des gens qui sont capables de dire non, on ne va pas là-bas. Justement, ce rôle-là, c'est le leur. De dire qu'à la chambre basse, on a voté cette loi. Écoutez,
je sors un peu de sujet, une petite digression. Il peut arriver un jour que dans ce pays, du fait de la jeunesse, du fait de l'empressement, les jeunes qui sont à l'Assemblée nationale votent une loi, par exemple, sur le genre, donnant la liberté à tout un chacun de faire ce qu'il veut. Il faut des gens qui, du fait de leur expérience, qui disent aux députés, attention mes amis, vous êtes en train de déplacer les bornes de notre identité, les bornes qu'ont tracées les pères fondateurs de cette République. En retoquant cette loi. Voilà comment les sénateurs devraient se comporter. De la même façon, pour ce qui est des dispositions réglementaires qui sont dans un certain nombre de lois et qui ne demandent qu'à être appliquées, là où les sénateurs ont le pouvoir, je vous ai dit, dans le temps j'ai fait cette proposition. Si le Sénat dit au ministre des Finances, fais ce que tu veux, mais lorsque tu vas finir avec ton projet de loi de finances de 2024, si nous ne constatons pas qu'au 642, il y a au moins 15% des recettes propres de l'État affectées au CTD, cette loi ne passera pas. Ces sénateurs seront en train de jouer leur rôle et je crois que les lignes vont bouger et les Camerounais comprendront l'importance de ce Sénat. Parce que justement, si un certain nombre de ressources sont transférées aux collectivités, ça va bouger sur le terrain. Alors, nous parlons des sénateurs et nous parlons des députés. Nous parlons davantage des sénateurs. Il faudra comprendre peut-être qu'il y a une légère nuance entre députés et sénateurs, même si les deux ont quasiment le même rôle. C'est-à-dire examiner les tests des votés et puis contrôler l'action gouvernementale. Il y a quelqu'un qui va plus loin en allant plutôt auprès des collectivités territoriales décentralisées. Mais est-ce que cet expert français peut nous dire également la même chose? Je vous suggère de suivre tout ce point. La différence entre le sénateur et le député. Et nous revenons derrière. Contrairement aux députés, les sénateurs ne sont pas élus au suffrage universel direct. En fait, seuls des maires, des conseillers municipaux, des conseillers généraux, membres d'une assemblée départementale, des conseillers régionaux, membres d'une assemblée régionale, et les députés participent au vote. On parle de suffrage universel indirect. Les sénateurs sont élus pour 9 ans. Encore une différence avec les députés. Et ils ne sont pas renouvelés en bloc, mais par tiers. Ce n'est pas tout. Les sénateurs sont élus au niveau du département, contrairement aux députés qui, eux, sont élus au niveau d'une circonscription. Ainsi, dans les Deux-Sèvres, il y a 4 circonscriptions, 4 députés, alors qu'il n'y a dans ce département que 2 sénateurs. Le nombre de sénateurs dépend en fait de la population. Voilà pourquoi il y a 7 sénateurs dans les Bouches-du-Rhône et 2 dans les Deux-Sèvres. Ça va, Fren? T'as compris? Il m'a demandé si j'ai compris. J'ai effectivement compris. Alors, ce modèle, c'est un modèle français, peut-être. Il peut ici aussi un autre modèle, hein, puisque généralement les tests au Cameroun, ça va les voler en France. Et puis on essaie de bricoler quelque chose dans un col. Là, on dit que voilà ça. C'est pour ça que nous aussi, d'aller bricoler, on préfère prendre directement. On dit que, OK, comme c'est là-bas qu'on s'en va prendre, on prend aussi. Oh ben, et là, je crois que vous n'allez pas me donner tort, parce que justement, ce qu'il disait là, c'est le même modèle, c'est Célestin Diamant. Sauf que quand on parle de recul des sénateurs par rapport à leur expérience censée exister, a priori, l'âge ne procure pas automatiquement la sagesse. Vous avez des jeunes très sages. Donc, 9 ans, c'est pourquoi on ne cherchait pas à arrimer le mandat des sénateurs par rapport aux députés. Puisqu'on considère que leur rôle, c'est d'être le contrepoids aux agitations éventuelles ou virtuelles des députés. Donc, commençons déjà, si on veut vraiment copier les Français, à comprendre le sens du mandat des sénateurs là-bas et celui des députés ici ou là-bas. Je considère que si on ne veut pas, on veut vraiment que le Sénat joue son rôle, il va falloir d'une part admettre, parce que le président qui nomme 30% de sénateurs aujourd'hui, une fois qu'il les a nommés, devra en plus leur donner le temps du mandat plus long que celui des députés, tout à fait, le temps d'être vraiment indépendant. Parce que 9 ans, c'est suffisamment long pour que même s'il n'est pas sur une nouvelle liste 5 ans après, il s'en fiche, il a fait 9 ans. Donc ça veut donc dire qu'il faut peut-être penser à détacher au Cameroun, dans le cas du Cameroun, si on veut garder un Sénat fiable, le mandat des députés et celui des sénateurs. D'autant plus qu'aujourd'hui, dans notre pays, ils ont la même session. Commence en mars, tout à fait, juin et novembre.
Donc c'est quasiment le même rythme. Comment voulez-vous qu'il y ait donc ce détachement consubstantiel au rôle des sénateurs? Ça ne peut pas l'être puisque dans les textes fondamentaux, il y a déjà problème. Et je continue de dire ceci. Le Sénat ne devrait pas, à mon sens, être le fruit d'un conformisme universel. Non. M. Macky Sall a supprimé le Sénat qui avait été instauré par M. Wade parce qu'il estimait que chez lui, ce n'était pas utile. Donc on doit se mettre dans une espèce de réflexion autonome et endogène. On n'est pas obligé de copier bêtement les autres. Hein? En Afrique, on pense aussi, quand même. Donc je dis, qu'est-ce que nous voulons réellement? Si nous voulons améliorer la qualité des textes, évidemment, pensons au Sénat, mais quel est le contenu? Quel est le contenu? Quel est le contenu? Qu'est-ce qu'on met dans le Sénat? Voilà ce qui pose problème, parce qu'on pourra faire 10 000 émissions, mais si on ne touche pas le cœur du problème, qui est, je suis contre les enquêtes de moralité, pardon, docteur Edimo, parce qu'en vérité, le rôle des partis, moi je dirige un parti, mais quel est mon rôle? C'est de former les futurs conseillers municipaux et les sénateurs, qu'ils comprennent le rôle politique. À partir du moment où vous savez lire, compter, écrire, vous devez comprendre qu'en tant que militant, vous êtes arrimé aux idéaux de votre parti, et à l'Assemblée ou au Sénat, vous devez savoir lire avant de délibérer. Il faut que les lois, puisqu'on dit souvent que les lois font avancer les mœurs, il faut que les maires, les députés et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat puissent respecter les délais légaux d'expédition de textes à la fois aux conseillers municipaux, régionaux et aux sénateurs. Parce que si j'ai à délibérer dans 20 jours ou dans un mois, je dois quand même recevoir les textes sur lesquels je dois me positionner dans les délais légaux. Est-ce que c'est le cas? Non. On a même vu le même jour, on remet les textes aux députés ou aux sénateurs pour les voter. Comment voulez-vous comprendre un texte de 200 pages qu'on vous remet à 9 heures? Pour délibérer à 16 heures. Insensé. Donc nous sommes dans une danse machiavélique qui pollue même le sens des textes qui doivent édifier nos institutions. Et c'est ça le vrai problème. Donc moi je dis, il faut le PCRN semble être pour la réforme, mais pour quelle réforme? Nous, chez APA, nous sommes pour une vraie réforme constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il faut mettre sur pied des obligations pour les députés et pour les sénateurs. En cas de non-réception de textes à délibérer 15 jours au moins avant, qu'on donne un certain suffrage, une capacité aux sénateurs de bloquer la session. Très bien. C'est vrai que ça fera réfléchir. C'est vrai que vous me plaidez du coup là. Nous, dans la part, je serai obligé maintenant d'aller vers mon ami du PCRN pour faire l'équilibre sur ce plateau. Oui. Parce qu'il s'est dit que, écoutez, vous laissez la part parler et vous ne me laissez pas parler, ça pose un problème. Et là, vous déjouez déjà le téléspectateur qui savent que dans ce programme, nous ne parlons pas parti politique. Et vraiment, je suis très mal à l'aise lorsqu'on va dans ce sens-là. Et ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu que ce soit l'aîné qui connaît bien ce programme, qui le fasse, mais allez-y. En une minute, au PCR, vos réformes que vous souhaitez y avoir. Non, mais les réformes sont connues, sont contenues dans le manifeste. J'ai dit qu'on ne va pas supprimer le Sénat. Tout ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que le Sénat soit une chambre de représentation des anciens et des chefs traditionnels. Après calcul, ça nous fera une économie de 16 milliards. Mais pour arriver à cela, moi, je ne veux pas répondre à ce que quand vous parlez d'une économie de 16 milliards, c'est pas ce que ça signifie. De l'opposition dit, mais pour ce qui est, par exemple, pour aller dans le concret, pour ce qui est, par exemple, de la commune où j'officie, la commune de Matombe, on a convoqué une session le 4 janvier dernier. On nous a donné les documents de travail 5 jours avant. Nous avons écrit au préfet, la session du 4 ne s'est pas tenue, et puis le maire a rappelé une autre session après. Ça veut dire que pour nous, ce n'est pas une invention, c'est quelque chose de courant. Vous ne donnez pas les textes, les documents 15 jours avant, vous pouvez aller vérifier, vous ne donnez pas les documents 15 jours avant, il n'y aura pas de session. Parce que si vous voulez aspirer à diriger un pays, vous devez faire montre d'un certain nombre, d'une certaine hauteur, du respect des lois qui ont déjà cours dans la République. Donc pour moi, je considère que les réformes qui doivent être faites doivent participer à améliorer l'animation du Sénat ou de la Chambre des Anciens pour qu'elle joue. Docteur Edimo, nous avons donné la parole aux hommes politiques qui nous ont dit ce qu'ils nous attendent de faire des réformes du Sénat. Nous revenons dans les choses sérieuses maintenant, sans plus évoquer de la politique ni des partis politiques sur ce plateau. Docteur Edimo, je vais avec vous. On a quand même observé quelques actions isolées, des groupes de sénateurs quand même.
des sénateurs de la Damawa, il y a un an quand même, sont sortis. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire auprès de certaines collectivités territoriales décentralisées en donnant un peu d'argent pour rétablir les actes de naissance à quelques enfants égarés. C'était des actions quand même qui ont beaucoup marqué. Dans le centre, la première cuvée d'ailleurs, dans le centre 2013-2018, l'a également fait. Cette fois-ci, c'est des actions isolées quand même qui ont démontré que les sénateurs, s'ils ont la volonté, ils peuvent faire mieux. Alors, le président Djamène parlait d'une véritable volonté politique. Vous semblez être dans la même danse? Enfin, pas exactement. Hein, pas exactement. Personnellement, je trouve que le Sénat, c'est vraiment quelque chose de plus important que je m'étais imaginé. Il a une fonction d'optimisation de la mise en œuvre des politiques publiques, en fait. Et pour cela, je n'ai même pas de problème quant au nombre de sénateurs qui sont désignés par le chef de l'État. Je n'ai pas de problème avec ça. J'ai un seul problème, c'est toujours, et je reviens là-dessus, c'est au niveau des critères de sélection des sénateurs. Ces critères doivent s'imposer à tout le monde, doivent être connus de tout le monde, s'imposer à tous les niveaux, y compris au chef de l'État. Si on veut arriver à des résultats qui sont pertinents. Mais je vais plus large. Je dirais que ce déficit qu'on retrouve à ce niveau se retrouve encore plus relevé à d'autres niveaux. Ça veut dire que, je veux dire que, aussi bien dans la chambre basse que dans les communes, que dans les régions, on doit revoir un certain nombre de choses. On doit voir la qualité des gens qui participent, qui débattent. Tout le monde ne doit pas participer à ces questions. Si on trouve que... Parce qu'on parle de questions importantes, celui qui ne sait pas de quoi on parle ne doit pas être... Ne doit pas se retrouver Non, là. il ne doit pas se retrouver. Moi, je suis clair là-dessus. Et comment vous saurez qu'il ne sait pas de quoi on parle? Non, il y a des méthodes, en fait, il y a des critères clairs, vérifiables par tous. Autre suggestion, pour que le Sénat porte, il doit bien tenir compte du fait qu'il est là pour des collectivités territoriales décentralisées. En plus de contrôler l'action du gouvernement, il est aussi là pour les collectivités territoriales décentralisées. Mais maintenant, en nombre, ces collectivités ne sont pas répandues ou reparties de manière équitable au niveau, sur le plan territorial. En ce sens, le nombre de sénateurs qui reviendraient aux régions qui ont des centres urbains en nombre plus important, ces régions devraient avoir un nombre plus élevé de sénateurs qu'une région qui est rurale, mais qui a des sénateurs qui traitent des questions qui ne sont pas nécessairement rurales. Donc, je pense qu'il faut revoir ces questions à ce niveau. C'est-à-dire que la région, je dis n'importe quoi, la région X, je ne veux pas citer une région. Non, mais je vais citer quand même. De l'Est. Oui, la région de l'Est, par exemple. Par exemple. N'a pas beaucoup de villes. Mais elle peut avoir autant de sénateurs que la région du littoral qui a beaucoup de villes. Des villes qui comptent, des villes qui apportent au budget national. Je crois qu'il faut revoir ces questions. Mais sauf que, quel que soit le nombre, ils peuvent être 100, 200, 300, quand ils sont inactifs, ils ne servent à rien. C'est justement là la question. C'est ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que l'action qu'ils doivent mener, qu'il soit 10, qu'il soit 50, qu'il soit 100, vous semblez être dans la forme. Nous nous intéressons au fond. Qu'est-ce que le sénateur, en principe, devrait apporter à cette collectivité territoriale décentralisée? C'est ça que nous intéresse. Pour moi, oui, c'est les critères
la qualification, qui peut devenir sénateur? Qui vote le sénateur? Quel conseiller municipal a la qualité de voter, d'évaluer un sénateur? C'est-à-dire que parmi les conseillers municipaux, donc, ce n'est pas seulement au niveau... Il faut encore choisir ceux qui doivent voter. Oui. C'est-à-dire commencer à voir qui est intellectuel, qui a un background. Pas intellectuel nécessairement au haut niveau, mais qui a quand même, qui peut lire. D'ailleurs, on dit qu'il y en a beaucoup qui souffrent d'embarrassement intellectuel, c'est-à-dire qu'ils ont la peine à lire et écrire. Mais le président Djamel nous a dit tout à l'heure qu'il y a une statue, il y en avait 8, dit-on, qui ne savaient ni lire ni écrire. Très bien, docteur Edibo, laissez-moi aller vers le président Djamel. Il doit son droit depuis un bon bout de temps. Président, allez-y. Je pense qu'il n'est pas question de contester ce qu'a dit le docteur Edibo, parce que la qualité des textes, c'est important pour tous les citoyens camerounais. Le problème, c'est que dans une élection qui est en partie de liste sénatoriale, ce sont les partis politiques qui investissent les candidats. L'État n'a pas le droit de dire qui vous devez mettre sur votre liste. C'est le parti qui choisit. Tout à fait. Alors, est-ce que le parti fait un tamisage, un tri? Je n'en sais rien. On peut lui importer. Non, on ne peut pas lui imposer parce qu'on gère le parti. Chaque parti se gère comme il veut. Très bien. Maintenant, la question est importante. Au niveau des textes, c'est vrai qu'en dehors du fait qu'un minimum de connaissances littérales ou littéraires est important, il y a le fait qu'on vote aussi en fonction de sa chapelle, des idéologies qui gouvernent sa chapelle politique. Parce que c'est pour ça qu'on parle de débat. Si c'était la pensée unique, tout le monde irait dans le même sens, ou alors on instituerait les technocrates, les experts. C'est pour ça qu'on ne peut pas éviter malheureusement la question politique. C'est un sujet hautement politique, parce que ce n'est pas les experts qui sont à l'Assemblée ou au Sénat. Ce sont les militants. Ce sont les militants politiques. Ce n'est pas les experts. Tout à fait. Si c'est une question économique, on n'a pas forcément les économistes qui vont voter les textes. Ce sont les citoyens qui sont forgés à leur idéologie. Ils vont voter en fonction de la consigne de vote qu'ils ont reçue de leur groupe parlementaire. Très bien. Donc, parce qu'en vérité, le critère démographique, c'est un critère qui peut être sérieux. On va prendre le littoral, dont il y a au moins une ville qui constitue le cœur économique du Cameroun. Est-ce normal que le littoral ait 7 sénateurs et le sud 7 ? Il y a un problème qui se pose. Autre problème, prenons le cas de l'Est, qui est en termes de ressources minières, la plus grande région du Cameroun. En termes de richesse, c'est la région la plus riche du Cameroun. La plus dynamique, c'est Douala, c'est le littoral, c'est vrai, grâce à Douala. Mais la plus riche en termes de ressources, c'est l'Est. Est-ce que l'Est devrait avoir 15 sénateurs ou 7 ? Je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on introduise dans le débat parlementaire l'indépendance des débats. Tant que le débat, mon cher docteur Edimo, est verrouillé parce que il y a la discipline... On aura des institutions biaisées. De partis. Oui, toujours, parce que même si je suis très bien. membre d'un parti politique, dès que je rentre dans les parlements, je dois délibérer librement. Parce qu'il y va de la qualité du texte. C'est ça qu'on a garanti. C'est important. Merci beaucoup, président Djamel. Alors, conseiller Damien Makod-Maou, on est en train de sortir de ce programme. D'ici, je crois, 17 minutes, nous serons partis. Alors, dites-nous un peu, concrètement, donc, on s'achemine vers les conclusions et les propositions. Peut-on penser qu'il y a un Sénat mieux que celui que nous vivons? Oui, on a bon espoir, mais avant de répondre directement à votre... Un rapport, bien sûr, avec leur fonction auprès des collectivités territoriales décentralisées. C'est ça qui m'intéresse. Je vous ai bien compris, mais avant de répondre à votre question, une petite précision, parce que vous avez parlé de copier-coller. Chez nous, les députés ne votent pas, alors que là-bas, en France, ils votent. Première chose. Deuxième chose, le débat qui a cours entre les deux aînés sur le choix ou non, l'enquête de moralité ou pas. Je rappelle qu'il y a déjà que cette pratique-là a cours actuellement. L'État essaye de voir qui peut être présenté à telle élection. Parce que lorsque, dans la constitution de la liste, l'État demande à ce qu'il y ait un bulletin numéro 3, un extrait de casier judiciaire, l'État assure le minimum que la personne n'ait pas été condamnée, que la personne n'ait pas été, etc. etc. Donc, il y a déjà voilà, il y a déjà ça. C'est quelque chose qu'il faut... On peut relever cela. Ça fait partie de la quête de moralité. Même si ce n'est pas de façon... Bon, si c'est une juridiction camerounaise qui vous a condamné, hélas, agissant au nom du peuple,
vous ne pourrez pas vous présenter. C'est vrai maintenant qu'on connaît un ministre de la République qui est sorti d'une cellule pour se retrouver ministre aujourd'hui, qui est encore en fonction. On connaît encore un maire qui est dans une région là-bas à l'ouest du Cameroun, qui était en difficulté et puis un jour on lui a niqué les abeilles. Donc ça aussi c'est le Cameroun. Je suis désolé, on ne fait pas un dossier pour être ministre. On ne construit pas un dossier pour être ministre. Par contre, pour être conseiller municipal, conseiller régional, etc., sénateur, il faut construire une liste. Et elle respecte un certain nombre de critères. Maintenant, est-ce qu'on peut espérer avoir un Sénat meilleur que les deux que nous avons déjà eu là? Je crois que non. Pour cette mandature, ce sera difficile. Parce que je vous ai dit, on a vu, vous n'aimez pas qu'on parle des partis politiques, mais on a vu les sénateurs majoritairement d'un parti politique se mouvoir, étant accompagnés des sénateurs d'autres partis politiques. Aujourd'hui, qu'ils sont quasiment seuls, avec les quelques autres que le président va nommer et qui seront donc obligés eux aussi de s'aligner, je crois que notre destin est complètement flou. Moi, je pense qu'on doit oublier, pour ces 5 prochaines années, nous autres conseillers municipaux, on doit oublier les... Qu'est-ce qui vous fait croire que ceux qui viendront, même s'ils sont du même parti, ne vont pas faire du travail? Vous avez évoqué quelque chose d'ailleurs là, et on vous fait tomber dans ce genre de piège. Les sénateurs sont allés donner un peu d'argent à une collectivité territoriale décentralisée. C'est une hérésie. C'est comme les micro-projets donnés aux députés. On ne s'amuse pas comme cela en République. Ce n'est pas leur rôle. Écoutez, ce n'est pas leur rôle. S'il vous plaît, je vous lance. On ne nous fait pas tomber dans des pièges. Nous vous disons ce qui a eu lieu. Maintenant, si vous voyez les pièges là, c'est votre problème là-bas. Je suis en train de vous dire qu'il y a eu effectivement certaines descentes. Je ne vous ai pas donné la nature des descentes ou bien ce que ça cherchait. Ça ne m'intéresse pas. C'est vous les hommes politiques, vous savez là où vous allez suivre avec vos idées. Mais je reste dans ce qui me concerne. Journaliste que je suis, je rends compte et je me tais. Point final. Maintenant, si vous avez suivi ça, vous pouvez continuer. Si des sénateurs peuvent aller donner à une collectivité territoriale décentralisée de l'argent pour faire des actes de naissance aux enfants, ça me pose un problème en tant que républicain. Cela dit, je dis, on n'a pas grand espoir pour ce qui est de cette cuvée parce que on sait déjà la façon dont les sénateurs de cette chapelle politique... Alors, il ne s'agit pas d'avoir l'espoir. Vous ne m'avez pas suivi. Je dis pour rectifier le tir, cette cuvée qui monte là peut faire quoi? C'est de ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que pour le bien-être des populations... Non, je vous en prie. Nous sommes là pour le bien-être des populations. Nous ne sommes pas là pour des partis politiques. Je tiens à vous le dire. Nous sommes là pour le bonheur de ces populations. C'est pour ça que je vous dis, cette cuvée qui va entrer, même si elle est 100%, nos grands camarades, je ne sais pas comment vous appelez ce parti-là, même si cette cuvée là-bas, 100%, quel est le travail qui doit être abattu pour que les collectivités territoriales décentralisées, tout au moins, se sentent aussi à l'aise. Je voudrais dire, vous et moi, puisque nous sommes dans des communes. Monsieur Ménard, oui. Je ne suis pas très intelligent. Du moins pas aussi intelligent que vous, je ne sais pas me départir de ma casquette politique. Oui. C'est très difficile pour moi. Parce que justement, c'est en tant que politique, mais le politique, que l'on gère l'avenir de ces gens-là. D'accord. Je vais donc donner la parole à quelqu'un qui va vous aider peut-être. Le temps qu'il réfléchisse, vous aurez le temps de mieux réfléchir. Docteur Dibo, la cuvette qui rentre là, la cuvée qui va entrer là tout à l'heure, là, est-ce qu'elle peut rectifier le tir des deux autres dont on a beaucoup clamé ici? L'immobilisme, est-ce que cette cuvée qui entre là a mieux à faire? Tout dépend en ce moment de la qualité des personnes, de leur niveau de responsabilité. Si ces personnes sont suffisamment sérieuses, elles peuvent peut-être avancer un tout petit peu, mais d'une manière générale, les institutions sont également comme des êtres humains qui naissent, qui grandissent, qui mûrissent. Il faut souvent du temps. La performance des institutions, qu'elles soient européennes ou américaines, n'est pas née le même jour, hein. Il a fallu du temps, il a fallu certainement recadrer. C'est pour cela que même ce que nous faisons ici peut être une cuisine qui produit quelque chose d'intéressant.
Parce que ceux qui ont pondu les premiers... parler, ça veut dire que tout est bien parti pour avoir une troisième cuvée qui ferait exactement comme les deux autres. Ça veut dire que d'entrée, si je vous entends parfaitement, je ne sais pas si je me trompe. C'est difficile, hein, parce qu'en fait, c'est difficile. C'est difficile. Ça veut dire qu'on pleure donc, désormais pour nos collectivités territoriales décentralisées. C'est un peu difficile. Président Djamène, vous êtes également d'avis? Je pense que votre question me semble pertinente, mais permettez-moi de dire une chose, parce que soit vous nous demandez de lire dans la boule de cristal, soit vous nous demandez de faire des projections sur l'avenir. Dans un cas comme dans l'autre, je ne peux pas me lancer dans ce jeu qui me semble un peu délicat quand même. Mais ce que je peux dire, c'est que la cuvée de 2023 arbore les mêmes costumes lacunaires que les deux sessions précédentes, parce qu'en vérité, 2013 c'est 63 sénateurs sur 100 que détenait un seul parti. 2018, c'est bis repetita. À 2013, ça sera sûrement 100%. Et je ne suis pas sûr que le président de la République aura suffisamment de bonté pour essayer de rééquilibrer ça. Est-ce que c'est ça le problème? Oui, le problème est là. Parce le problème, c'est des si hommes qui doivent maintenant faire le travail. La cuvée, si les problèmes sont structurels, s'il n'y a pas de réforme en termes de qualité d'homme, de structure des partis, qui sont la racine, en fait, du mal, quelque part, si j'ose dire, il y aura toujours les mêmes cuvées qui vont refaire les mêmes choses. Ça, c'est clair et net. Ça veut dire que vous ne fondez aucun espoir. Pour vous, ils ne peuvent pas rectifier le tir, quel que soit ce que nous leur disons. Moi, rien ne peut être fait. Très bien. Je voudrais bien qu'on je vous ai suivi. J'ai comme l'impression que les politiciens ont pris ce plateau ce soir. Je vous suggère de suivre cet autre reportage que je m'avais vous proposé, c'est d'ailleurs le tout dernier, qui n'a peut-être rien à foutre avec notre émission de ce soir, parce que justement, nous allons à la découverte d'une commune. La commune de Yabassi, nous l'avons si bien dit, nous avons promis à nos téléspectateurs que nous devions faire une descente là-bas. Effectivement, nous l'avions faite, mais sauf que là-bas, les conditions et tout. D'ailleurs, suivez-moi les gars. Située au cœur du département du Kam, région du littoral, la commune de Yabassi s'étend sur une superficie de 3080 km² avec une population cosmopolite estimée à plus de 12 000 âmes. Les peuples qui s'y trouvent ont une histoire. L'historique de Yabassi est complexe parce que époque coloniale, ça s'est subdivisé époque coloniale, sous tutelle française et après les indépendances. Donc je ne peux que vous donner les bribes parce qu'à l'époque coloniale, je n'étais pas encore né. Et que les archives ont été détruites suite à la construction de la route Yabassi-Bafang. Je ne peux que vous donner en ce temps parce que les Yabassi, en général, sont habités par les Méas, c'est-à-dire les Bassas. Mais cependant, c'était à l'époque coloniale, on appelait Yabassi le chef-lieu, le département d'Unkam. Parce que c'est Yabassi, c'est nos grands-parents qui avaient donné le terrain à l'administrateur colonial. Et donc, Yabassi était le chef-lieu de tout le département. C'était la division qui est arrivée, contre maintenant, Nkonjok, Nord-Makombe, Yingeme, à l'époque, on appelait tout là Yabassi. La circonscription de Yabassi. Créée en 1960, dès les premiers instants de l'indépendance du Cameroun, la commune de Yabassi est l'une des plus vieilles dans le département du Cam. Si je dis nous, c'est nos grands-parents, vous devez savoir, parce que nous avons trouvé. Nos grands-parents sont partis de Ngorlitouba. Ngorlitouba, il y a donc ça, qui était le dernier, après Kéli, et Nyon. Ça, lui a donc parcouru partout ça. Il est resté à la Sénégal maritime. En traversant les cours d'eau, il est revenu ici, a trouvé que voici un cours d'eau qui est navigable, parce que les autres cours étaient en cascade.
C'est-à-dire il y a les cailloux partout. Mais arrivé donc ici, il a trouvé que ici là c'est navigable et c'est donc tassé et il a dit que ici c'est son lieu, c'est Yabassi. Donc lui-même il a parti de Ngorli-Touba, venant ici, il parcourait partout. Dès qu'ils les ont arrivés, il s'est installé ici au bord du camp et il a donné le nom Yabassi. À côté de la pêche qui passionne les riverains, il y a la chasse, l'agriculture et un peu de l'élevage. Les Yabassis sont un peuple pacifique. Il n'y a pas eu de guerre. Guerre de tribus, non. Guerre d'annexion, non. Guerre à la conquête de la terre, non. Je vous ai dit que Yabassi, la prédominante des langues, c'est Bassa. Dans Yabassi, dans l'arrondissement de Yabassi, vous y trouverez les Bandem, vous y trouverez les Bandem, vous y trouverez les Bonking, vous y trouverez les Bakem, vous y trouverez même les Banen. Toutefois, les populations de la commune de Yabassi connaissent d'énormes difficultés et dont la principale serait les infrastructures routières. Ici, chez nous, dans l'Oncam, beaucoup plus les activités donnent autant de travail. Le jour des congés, comme quand c'est les congés, les activités sont mortes. Donc, quand il y a le temps de classe comme ça, là, on a au moins quelque chose. Mais le temps de congé comme ça, c'est un peu difficile. Bon, on est obligé de se battre à gauche, à droite. Parce qu'on ne peut pas se focaliser sur une seule activité. La principale culture, c'est le manioc, le palmier à huile, les cultures secondaires. Avant, il y avait les cultures de rente, cacao, palmier, et cacao, café. C'était les cultures importées et imposées. Au moment où les gens sont avérés que c'est quelqu'un qui fixe le prix de ce que tu produis, on a abandonné ça. Et on s'est mis directement à faire les cultures vivrières. Pendant longtemps, la commune est restée très appauvrie à cause du manque d'une véritable politique de développement. Tout s'articule autour du petit commerce. Malgré la forêt communale qui devrait être comme une manne des populations pour le tracé de leur développement, l'on a visiblement l'impression que la commune de Yabassi, actuellement dirigée par Jean Mirabeau Iba, est au bord du gouffre. Pourtant, il existe un potentiel économique et touristique à mettre en valeur. Qu'est-ce qui explique le retard observé dans le développement de la commune de Yabassi? À quoi servent les fonds issus de l'exploitation forestière? Que fait le maire pour améliorer les conditions de vie des populations? Toutes ces questions et bien d'autres ne trouveront pas de réponse parce que le maire de la commune de Yabassi, préoccupé par des questions de campagne électorale en rapport avec la sénatoriale du 12 mars dernier, n'a pas pu dégager une minute de son temps pour nos téléspectateurs. Allez donc à Yabassi et vous aurez une idée sur la gestion de cette commune. Limitée au sud par la commune de Dibamba et celle de Douala 3e, à l'est par les communes de Kondjok et Yinki, au nord par les communes de Ndjombe-Pendia, Loum, à l'ouest par la commune de Dibombari et Douala 5e, la commune de Yabassi a déjà connu 11 magistrats municipaux, de Paul Titi de 1960-1965 à Jean Mirabeau Iba en fonction jusqu'à ce jour. À bon entendeur, salut. Voilà, vous avez donc suivi, c'est qu'on a pu ramener de Yabassi. On aurait pu ramener quelque chose de plus intéressant, peut-être avec ce plateau, avec nos maires, pour nous répondre à un certain nombre de questions que nous avons bel et bien préparées pour lui. Mais hélas, vous avez dû constater que la sénatoriale a pris tout son temps et nos téléspectateurs ont encore envie de savoir qu'est-ce qui se passe à Yabassi. Ça sera pour une prochaine fois, madame, monsieur. Nous avons quasiment fait le tour de l'ouvrage, sauf si nous avons encore une seule petite minute pour chacun de nos invités ce soir. On va y aller avec vous, mon conseiller Damien Makon, Mahoum. En une minute, on va conclure. Écoutez, nous attendons des sénateurs qu'ils prennent à bras le corps le rôle qui est le leur. Nous avons pu décliner, se fondant sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées, l'ensemble des axes d'appui qui peuvent permettre aux sénateurs
de se mouvoir sur le terrain et venir en appui des communes. Nous espérons que du fait de leur niveau, disons de leur âge, du fait d'un certain nombre de commodités qui leur sont données, leur sont octroyées, ils prendront leur rôle à bras le corps et ils parviendront à nous sortir du mal dans lequel nous sommes. Parce que vous devez savoir, et c'est pour cela que je conclue par là, je conclue avec l'importance de faire du lobbying parce qu'en face, il y a des gens qui freinent des quatre fers pour se délester d'un certain nombre. Merci beaucoup, conseiller Damien Makouma Ouma, conseiller municipal à la commune de Matom, cadre du PCRN. Docteur Edimo, en 1 minute, on va sortir. Très rapidement, je rentre sur ce que j'ai dit. Je pense que véritablement, il faut penser à revoir les critères de sélection de ces personnalités, pas seulement à ce niveau, au niveau de toutes les autres institutions. Et pour ce qui est du Sénat, je pense que le nombre de sénateurs doit être pondéré par d'autres critères, notamment le poids de la région dans le PIB, le volume de la population de la région par rapport au volume total et la densité démographique qui, naturellement, oblige à avoir des infrastructures d'une certaine nature. Ceci dit, le nombre de sénateurs du Sud ne devrait pas être le même que celui du littoral. Docteur Edimo, universitaire économique, géostratège, merci de nous avoir rendu visite ce soir. Président Jamel, vous avez l'honneur de conclure cette émission. Merci pour cet honneur, mais je pense que ce que je veux retenir ce soir, c'est qu'on doit retirer le rôle de lobbyiste aux sénateurs. La loi donne aux collectivités territoriales décentralisées l'autonomie nécessaire à condition que le transfert des ressources leur soit garanti. Les fameuses 15% du budget national qui doivent être attribués déjà très très minces, mais au moins qu'on le leur donne et qu'ils fassent leur boulot textuel, que les textes leur recommandent. Quand on regarde Yabassi, par exemple, moi je vois la misère. Moi je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut supprimer les souffrances. Elles sont naturelles, les souffrances, ça fait grandir l'homme. Mais la misère, c'est comme la lèpre. La pauvreté est une maladie, il faut la supprimer. Et le Cameroun a tellement d'argent, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne déleste pas l'argent nécessaire aux communes pour qu'elles se développent. Le but d'une commune, c'est de créer sur son territoire les richesses. Très bien. Donner les coudées franches aux maires, on fait le boulot et développer les communes. Tout à fait. Ça veut dire que les sénateurs, il faut les non, il faut les laisser dans le rôle de ce rôle de représentant des collectivités territoriales. Non, législatif. Qui tamise les lois votées à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Et on enlève celui qui que les communes et les régions jouent. Très bien. Merci à vous, président Célestin Djamène, homme politique, président de la part, entendez l'Alliance patriotique républicaine, ancien conseiller municipal. Il faut le rappeler, nous avons également bénéficié de la présence du docteur Edimo, universitaire économique, géostratège, et bel et bien Damien Makon Maoum, conseiller municipal à la commune de Matom, cadre du PCRN, entendez, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Madame, Monsieur, la réalisation de cette émission était bel et bien dirigée des mains de maître par Paulina, elle-même en personne, bel et bien assistée d'une équipe vaillante qui a pu mettre en musique ce programme. Retrouvez ce programme en rediffusion dès vendredi 21h, dimanche 18h et lundi 22h. Et je vous le retrouverai certainement mercredi lorsqu'il sera 20h30 pour un autre sujet consacré bien sûr aux collectivités territoriales décentralisées. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.